Bienvenue à tous. Chaque année, le 17 avril est célébrée la journée mondiale de l'hémophilie avec pour objectif de sensibiliser le grand public sur les réalités de cette maladie encore méconnue et de mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'intégration des patients. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux invités, le docteur Graziela Medziava, médecin-chef de département des affaires médicales du Centre national de transfusion sanguine. Bienvenue, docteur. Merci, bienvenue à moi, merci. Et M. Jean-Marie Nsapou, secrétaire général adjoint de l'Association gabonaise des hémophiles. Bienvenue. Merci. Alors, pour commencer, peut-être revenir sur la définition même de la maladie. Docteur Medza, c'est quoi l'hémophilie et quelle en est la cause? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hémophilie est une maladie hémorragique. C'est une maladie du sang, donc, qui est simplement liée au déficit des facteurs de la coagulation. Ce sont des patients qui vont présenter des hémorragies sévères ou moyennes, sans notion de traumatisme avéré. Et il faut retenir que c'est une maladie qui présente deux types, le type A et le type B. L'hémophilie de type A étant la plus fréquente, l'OMS définit 1 cas sur 10 000 présente l'hémophilie. Oui. Et il faut aussi retenir que c'est une maladie qui est présente, qui est plus fréquente chez le garçon, voilà, en raison de la présence du gène au niveau du chromosome X. Il faut retenir aussi que c'est une maladie héréditaire, donc qui explique simplement une raison de mutation de ce gène. D'accord. Ouais. Et quels sont les signes qui permettent de reconnaître un hémophile? Alors, le diagnostic est fait le plus souvent par l'entourage. Chez le jeune garçon ou au décours d'une circoncision, l'entourage va se rendre compte que le garçon, le patient, va présenter des hémorragies spontanées ou des hémorragies qu'on ne peut pas arrêter liées à un traumatisme. Donc, il peut aussi, le plus souvent aussi, il s'agit d'une épistaxis, donc c'est du saignement au niveau des fosses nasales, voilà, qui apparaît de façon spontanée et qui peut alerter la famille ou l'entourage. Et à la consultation avec le spécialiste, il va être diagnostiqué la maladie par le simple dosage des facteurs de la coagulation. D'accord. Alors, Monsieur Nsapou, vous êtes parent d'hémophiles. Bien sûr. Combien d'enfants avez-vous qui sont hémophiles? J'ai deux garçons hémophiles, l'un a 31 ans et l'autre 29. D'accord. Et quels sont les signes qui vous ont alerté? Est-ce que ça a été, vous avez pu reconnaître cette maladie plus tôt ou bien c'était un peu tard? Non, c'était plus tôt, à 1 mois, mon premier fils, lors de la circoncision, on a pu voir que le saignement ne s'arrêtait pas. Et au niveau de l'hôpital, on a pu constater que c'est un cas qui est apparenté à l'hémophilie. On a dû poser le diagnostic, on a fait le bilan, effectivement, on s'est dit que mon fils était hémophile. Pour le deuxième garçon, le deuxième garçon également, lorsqu'il est né, il s'est fait juste une petite coupure au doigt, il a commencé à saigner et nous sommes dit qu'effectivement, ça doit être le cas de son frère. On a dû faire également le bilan et le constat était qu'il était aussi hémophile. D'accord. Et c'est une maladie qui a plusieurs conséquences, des hémorragies sévères en cas de blessure et parfois des saignements spontanés, notamment au niveau des articulations, mais beaucoup plus internes qu'externes. Comment cela s'explique, docteur? Ben, écoutez, il faut savoir que l'organisme, de façon naturelle, possède les facteurs de la coagulation qui, normalement, sont là pour assurer l'équilibre, donc le maintien du sang dans les vaisseaux. Lorsqu'il y a le déficit de ces facteurs ou l'absence complètement même de ces facteurs, donc, la personne va se mettre à saigner de façon spontanée. Il n'y a pas toujours une notion de traumatisme ou de blessure, etc. À l'entame, je vous parlais de l'épistaxis, qui est un saignement que l'on rencontre le plus souvent chez ces personnes-là qui manifestent la maladie de l'hémophilie. Et donc, c'est un symptôme qui peut être révélateur. Vous avez aussi d'autres symptômes tels que la gingivorragie. Donc, la personne va se mettre à se brosser les dents et il y aura un saignement qui va persister. Alors, il n'y a pas tant une explication fondamentale, si ce n'est le fait que de savoir qu'il y a un manque ou
un déficit, une diminution de la présence de ces facteurs dans l'organisme. C'est essentiellement ça. Et raison pour laquelle, pour poser le diagnostic de cette maladie, on aura recours au dosage de ces facteurs par le biais d'examens biologiques. D'accord. Et au regard de ces saignements-là, est-ce que lorsqu'on administre, par exemple, une piqûre à un hémophile, est-ce qu'il y a une technique particulière pour empêcher les saignements? Alors, lorsque la personne se sait hémophile, elle va informer le personnel de santé et lors de la ponction, malheureusement, il y aura d'abord une difficulté pour arrêter le saignement. Donc, les mesures en général qui sont prises en paire hospitalier, c'est le maintien du point de ponction pendant 3 à 5 minutes, voire même 10 minutes, pour s'assurer que le saignement ne sera pas continu. Et malheureusement, il peut aussi avoir l'apparition d'hématomes, qui est le saignement, qui est l'extravasation donc du sang au niveau des tissus mous, malheureusement, qui peut rester là. D'accord. Et justement, parlant de cela, le thème de cette année, de cette journée mondiale, c'est Accès pour tous, la prévention des saignements comme référence mondiale des soins. Alors, comment faire pour prévenir les saignements? Alors, la prévention des soins, c'est simplement la prophylaxie. Il faut d'abord que la maladie soit connue, donc diagnostiquée. Voilà. Il faut que la prise en charge ait débuté auprès du spécialiste, donc l'hématologue, qui va s'assurer de faire des prescriptions, de donner un programme, de donner une conduite d'habitude et mode de vie. Donc, ce sera un patient qui sera soumis à un traitement, notamment l'injection de ces produits-là, de ces facteurs de la coagulation, et qui se verra d'avoir une certaine ligne de conduite d'habitude voilà, au quotidien. Ce sera des personnes qui ne pourront plus, pour l'enfant, qui sera obligé de ne plus aller jouer, s'exposer au risque de traumatisme ou de blessures graves pouvant occasionner des saignements. Donc il y a cette prise en charge médicale, il y a aussi cette prise en charge psychosociale. Donc voilà, il faudra entretenir la famille qui est confrontée à cette maladie rare, qui, bon, malheureusement, s'est révélée. Voilà, et il faudra les accompagner dans cette prise en charge, simplement. D'accord. Et lorsqu'on parle d'accès pour tous, d'abord, vous avez évoqué la prophylaxie. Pouvez-vous expliquer de façon plus simple, peut-être pour les personnes qui nous regardent? Alors, la prophylaxie, bon, c'est simplement un traitement médical. Voilà. On a recours à l'injection d'un médicament, d'un produit que je cite depuis, donc les facteurs de la coagulation. Oui. Et ce sont des injections une fois par semaine, donc durant 3 semaines, c'est la durée du traitement. Et après, le patient est revu en consultation par le spécialiste. On fait les analyses pour voir si le taux, la quantité des facteurs est augmentée. Et donc, on réduit le risque de saignement, que ce soit spontané ou à l'issue d'un traumatisme. Donc, c'est simplement ça, la prophylaxie. Et la prise en charge, je disais aussi tantôt, à un pan psychosocial. Donc, il faut un accompagnement de ces familles, il faut un accompagnement du malade lui-même. Voilà. Et vous imaginez le jeune adolescent, encore que c'est une maladie qui se manifeste beaucoup chez les jeunes garçons. Donc, il y aura une certaine ligne de conduite à adopter. Donc, aussi bien dans le milieu familial que dans le milieu scolaire. Il ne faudra pas que ces patients soient stigmatisés. Et justement, lorsqu'on parle de stigmatisation, M. Nsapou, est-ce que les malades sont vraiment stigmatisés dans leur environnement? Bon, au début, c'était un peu difficile pour certains enfants qui ne se retrouvaient pas. Oui. Mais avec l'encadrement que nous faisons, nous allons dans le milieu scolaire et dans d'autres milieux pour pouvoir expliquer que c'est une maladie qui existe, qu'il a droit à la vie comme tout le monde. Donc avec les systèmes que nous avons introduits pour pouvoir encadrer nos patients,
et dans leur milieu, on arrive à pouvoir les déstresser et qu'ils sont complètement à l'aise dans leur milieu. Ils évoluent avec les amis sans difficulté. D'accord. Lorsqu'on parle d'accès pour tous, pour revenir sur la thématique de cette journée mondiale, l'accès pour tous, qu'est-ce qui peut faciliter cet accès-là? Nous avons mis en place un système d'encadrement de nos patients. Premièrement, pouvoir les conduire auprès du médecin pour pouvoir faire des bilans réguliers et ensuite pouvoir les amener à accepter de faire la prophylaxie à la maison ou soit venir à l'hôpital. Et cette facilité-là, nous l'avons grâce aux dons de facteurs que nous avons qui sont disponibles auprès du médecin référent et que lorsque le malade est mis dans les conditions de suivre la prophylaxie, il est facilement pris en charge et que les produits sont mis à sa disposition, qu'il peut soit à la maison pour les grands garçons qui se prennent en charge, les petits-enfants également, les parents les prennent en charge, sauf pour ceux-là qui ont des difficultés pour pouvoir retrouver les veines, ils amènent les enfants au centre hospitalier pour une prise en charge. Et nous faisons tout de toutes les façons pour que les patients hémophiles puissent être pris en charge d'une manière sans faille pour pouvoir les aider à améliorer la qualité de la vie grâce à la prophylaxie. OK. Et docteur Meza, peut-être vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'accès? Alors, quand on parle accès pour tous, là, il y a une problématique, on va dire, d'égalité. Vous savez, c'est un traitement cher, très coûteux, et il est difficile pour certaines familles de pouvoir se procurer ce produit. Déjà qu'il est commandé à l'étranger par le biais des pharmacies, donc après la prescription du médecin, et malheureusement n'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc ce qui est prôné aujourd'hui pour le thème de cette année, c'est que ce médicament, ce traitement soit disposé pour toutes les classes sociales. Voilà, soit disposé pour toutes les classes sociales. Il faudrait que toutes les familles puissent avoir accès à ce produit. Donc, la CNAMGS a fait un grand pas dans la prise en charge de cette maladie. Et ce que je pense, l'association qui lutte contre l'hémophilie souhaiterait que l'accès aux médicaments soit plus aisé. Voilà. Donc, le patient est très bien pris en charge en ambulatoire ou avec le spécialiste. Il y a la prise en charge concernant les analyses qui coûtent vraiment cher et que la CNAMGS, voilà. Il y a l'accès au sang, donc aux produits sanguins labiles, voilà, avec l'action du Centre national de transfusion sanguine, qui est d'ailleurs en partenariat avec l'association des hémophiles. Et donc, ce qui est souhaité, c'est l'accès maintenant aux produits qui coûtent assez cher et qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. D'accord. Monsieur Nsapou, en tant que parent d'hémophiles, comment cela se passe au quotidien? Est-ce que ce sont des enfants qui ont un traitement particulier? Ils ne doivent pas, comme le disait le docteur tout à l'heure, ils ne doivent pas prendre part à certaines activités? Est-ce qu'ils sont dispensés de sport à l'école pour éviter peut-être des traumatismes? Au niveau des établissements scolaires, ils sont dispensés de faire tous les sports qui entraînent un effort physique, par exemple l'éducation physique, donc ils sont exemples de ça. Et nous partons souvent dans les écoles pour pouvoir sensibiliser que voilà, vu son cas, il ne peut pas faire ce sport. Mais par contre, le meilleur sport qui est recommandé aux hémophiles, c'est la natation. Donc ils peuvent facilement faire la natation, c'est recommandé. Mais en dehors de la natation, les autres de sports de contact, vraiment, ils sont exemptés. Et il y a une procédure administrative, c'est-à-dire que les écoles les reconnaissent en tant qu'hémophiles et les exemptent automatiquement? Non, ce n'est pas automatiquement. Nous sommes en droit de pouvoir fournir un certificat médical qui prouve que l'hémophile est exempté de faire le sport pour ne pas tomber dans le cas d'handicap.
Donc nous faisons les démarches administratives à notre niveau, trouver les certificats et pouvoir l'apporter au niveau de l'établissement pour qu'il puisse prendre en compte son cas. Okay. Mais d'une manière générale, dans les milieux où ils vivent, mais on fait avec les conditions d'existence pour pouvoir les encadrer et leur montrer qu'il y a certaines limites qu'ils ne peuvent pas franchir pour ne pas tomber dans des cas de traumatisme qui peuvent survenir. Donc chaque famille prend la responsabilité de pouvoir encadrer l'enfant et lui montrer ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais les travaux à la maison, ils font ce qu'ils peuvent faire à la limite du possible. D'accord. Vous avez parlé d'handicap. Alors, les traumatismes peuvent en fait aboutir à des handicaps. Oui, par exemple, quand nous entrons dans les cas de ceux qui font souvent les hémorragies au niveau des articulations. Donc, plus ces hémorragies sont répétées et qu'il n'y a pas de soins, ça aboutit à la longue à un handicap qu'il peut avoir des difficultés pour plier le coude ou soit le genou et qu'il va rester avec une jambe tendue ou soit un bras tendu et qu'il ne peut pas. Donc c'est un handicap qui survient suite à des hémorragies répétées au niveau des articulations. Donc, ce qui fait que lorsqu'un hémophile saigne dans une articulation, la première chose à faire, c'est intervenir en lui donnant une injection de facteur de coagulation pour soulager son cas et ensuite recourir au médecin traitant pour la conduite à tenir pour la suite. D'où l'importance de la participation de tous, c'est-à-dire que ce soit du corps des enseignants au niveau de l'école, des parents et des médecins. Tout le monde doit être autour de l'hémophile pour lui permettre de mieux vivre avec la maladie. Exactement. Donc le travail que nous faisons, c'est pour améliorer la qualité de vie de l'hémophile. Et pour améliorer la qualité de vie de l'hémophile, donc il y a plusieurs paliers, comme vous le dites, au niveau familial, au niveau scolaire et au niveau médical. Donc chaque partie fait son travail pour que dans l'ensemble, nous puissions arriver à améliorer la qualité de vie d'un hémophile et qu'il puisse se sentir à l'aise, qu'il n'y a pas de soucis dans la vie et qu'il peut vivre tranquillement. OK. En parlant de journée mondiale, M. Nsapou, quelles sont les activités qui ont été retenues au niveau de l'association des hémophiles? Donc, nous avons démarré nos activités hier, le 16 avril, au rond-point d'Enzerion, où nous avons établi une caravane de sensibilisation où les membres se sont déportés sur les lieux pour pouvoir sensibiliser la population riveraine. Et de l'autre côté, nous avons également eu le concours du Centre national de transfusion sanguine qui a pu faire une campagne de collecte de sang au profit des hémophiles. Donc nous avons fait ces jumelages-là dans le cadre de travail que nous avons fait ensemble avec le Centre national de transfusion sanguine. Et aujourd'hui, nos membres se sont déportés au centre hospitalité universitaire de Libreville pour faire la même activité, donc sensibiliser les milieux professionnels médicaux et les gens qui viennent au niveau de l'hôpital. D'accord. Pourquoi est-ce important de sensibiliser le corps médical par rapport à l'hémophilie? Mais l'important, c'est le fait que l'hémophilie n'est pas une maladie qui est connue. Il se peut que la personne devant laquelle vous amenez votre enfant hémophile ne connaît pas la maladie. Donc nous avons l'obligation de lui apporter l'information. On va dire qu'en cas de souci, vous pouvez vous rapprocher de son médecin référent pour la conduite à tenir. Donc cette obligation-là nous amène à pouvoir apporter davantage l'information auprès du personnel médical pour qu'il puisse savoir qu'en dehors de tout ce qu'ils reçoivent, il y a une autre pathologie que les gens arrivent quand ils disent que je suis hémophile, qu'ils puissent prendre en compte la situation de l'hémophile et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le prendre en charge. Et s'il n'a pas l'information, de fois on rencontre des difficultés. La personne n'a pas l'information, ne connaît pas la gravité du cas que vous avez amené. Il va penser que c'était malade normal, je peux prendre mon temps pour pouvoir poser les éléments de base pour le recevoir, alors qu'un hémophile, quand il est venu, il est déjà en situation de détresse. Donc c'est pourquoi nous rapprochons beaucoup plus du système sanitaire en expliquant au personnel de santé ce que l'hémophilie pour une prise en charge rapide. D'accord. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'association des hémophiles du Gabon. Et y a-t-il beaucoup d'hémophiles au niveau de l'association? Oui, nous avons déjà recensé plus de 33. Nous avons connu 2 cas de décès, mais actuellement, nous sommes à 31, 4 qui sont sur Port-Gentil,
1 à Tchibanga et 26 au niveau de Libreville. D'accord, mais comment... c'est-à-dire que vous êtes en contact avec ces personnes-là à l'intérieur du pays? Ceux qui sont à l'intérieur du pays, nous sommes en contact d'une manière téléphonique. Nous nous les contactons régulièrement pour connaître leur état de santé. Sauf que l'année passée, il y a le petit enfant, lorsqu'une équipe médicale de la France était venue ici, on a dû intervenir pour le ramener ici à Libreville pour qu'on puisse faire son bilan. Bon, les autres sont des adultes qui étaient au travail qu'on ne pouvait pas déplacer, mais on verra à la longue comment nous rapprocher maintenant de Port-Gentil. Donc nous avons un souci de pouvoir nous rapprocher davantage des autres qui sont à l'intérieur du pays pour leur prise en charge. En parlant justement d'intégration au niveau de l'association, comment ça se passe si un parent ou peut-être un malade, quelqu'un qui présente des symptômes, veut se rapprocher de l'association, comment ça se passe? Nous avons des numéros qui sont ouverts 24/24. Lorsque la personne nous appelle, nous prenons la situation en main et pouvoir guider la personne vers le médecin référent qui pourra faire les bilans. Si les diagnostics prouvent qu'il est hémophile, nous l'intégrons dans notre base de données et également dans la base de données du médecin référent pour qu'on puisse continuer à le mettre sur le programme de traitement comme on fait avec les autres hémophiles. D'accord. Quelle est la prévalence au niveau du Gabon? Bon, quand on regarde le nombre de hémophiles que nous avons, lorsqu'on fait un échelonnement sur les statistiques, on peut arriver à penser qu'on peut avoir plus de 200 hémophiles sur le territoire gabonais. Mais il reste maintenant à les confirmer avec les bilans et les contacts que nous pouvons faire à travers la République. D'accord. Je suppose qu'il y a un suivi spécifique au niveau de l'association. Quel est l'apport donc de l'association au niveau des malades ou des parents des malades? Nous avons obligation d'être plus proches de nos malades. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils sont abandonnés. Ils ont le numéro de téléphone des responsables de l'association. S'il y a un souci qui se présente, ils appellent et nous essayons de trouver la conduite de tenir avec le médecin référent. D'autre part, nous sommes dans un système d'encadrement thérapeutique. Nous organisons l'encadrement thérapeutique de membres pour leur montrer ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent faire en cas de soucis. Et l'association se déporte au niveau des familles pour pouvoir sensibiliser, non pas seulement la famille, mais les proches qui, la plupart, ne connaissent pas ce qu'est l'hémophilie. Donc, nous faisons large diffusion. Ceux qui ont l'information, nous leur demandons de faire aussi large diffusion, de telle sorte que l'information va aller de plus en plus dans la société et qu'en retour, lorsque les personnes constatent qu'il y a une telle situation, elles peuvent facilement prendre contact avec nous. D'accord. Docteur Medza, est-ce que l'hémophilie se guérit? Non. Et vous avez parlé donc de prophylaxie tout à l'heure, donc le traitement, à quelle fréquence, c'est-à-dire à quelle fréquence se prend le traitement, Monsieur Nsapou? Bon, nous avons, comme le disait le docteur, nous avons des types d'hémophilie, les A et les B. Et dans chaque type, nous avons les cas sévères, nous avons les cas modérés, et nous avons les cas mineurs. D'une manière générale, les cas mineurs, ils prennent les traitements à la demande. C'est quand il a un problème de santé qu'il fait appel, on va l'orienter pour qu'il puisse prendre son traitement. Maintenant, les autres, les modérés et les sévères, il y a ceux qui sont à 3 injections par semaine. Donc, dans le système de la prophylaxie, ils vont chez le médecin référent qui établit la façon de leur donner le traitement et lorsqu'il a le produit, il peut amener à la maison qu'il garde et il se traite régulièrement. Lorsqu'il termine la quantité qu'il a, il a l'obligation de retourner encore chez le médecin. Donc au moins la fréquence minimale, on peut dire 3 injections par semaine pour chaque malade qui fait la prophylaxie. Merci beaucoup, Monsieur Nsapou, Jean-Marie Nsapou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'Association gabonaise des hémophiles. Et merci à vous, docteur Graziela Medza Ava, médecin, chef de département des affaires médicales du CNTS. Merci. Alors, nous retenons que l'hémophilie ne se guérit pas, mais elle se contrôle bien grâce à un meilleur accès aux soins et aux traitements. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Gabon 24. Et d'ici là, portez-vous bien.